je remercie le président de l'Institut Bosphore, M. Khalil Aziz, d'être avec nous aujourd'hui et de pouvoir co-parrainer et co-organiser cette manifestation. Donc il faut un peu, c'est le point de vue de la Maison de l'Europe de Paris, c'est le point de vue de l'Institut Bosphore, remettre le sujet des coopérations Europe-Turquie en haut de la pile et faire en sorte que sur tous les dossiers du moment, que ce soit l'immigration, le changement climatique, les coopérations internationales que l'Europe va nourrir, on soit sur une approche qui fasse que le sujet afférent aux coopérations avec la Turquie ne soit pas laissé comme un sujet de deuxième ou de troisième rang. Merci beaucoup, merci pour votre accueil chaleureux. Donc, la Maison de l'Europe pour nous est notre maison, la maison européenne, la maison commune européenne. Et le sujet, évidemment, aujourd'hui, c'est donc la Turquie. Il y a beaucoup de choses à l'ordre du jour dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie, en commençant par un accord d'union douanière qui est devenu anachronique parce qu'il avait été négocié dans les années 90. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas l'Organisation mondiale du commerce, il n'y avait pas la Chine, ni la Russie, ni l'Inde comme grands acteurs économiques mondiaux. Donc, il y a d'abord une technicalité. Donc, il s'agit de négocier un accord qui sera plus en accord aussi avec les défis du XXIe siècle, la transition verte, la transition numérique. Mais les transitions ne s'arrêtent pas là. La France est en transition en politique, peut-être en continuité, mais ce sera aussi la présidence française de l'Union européenne. L'Europe elle-même est en transition avec la conférence sur l'avenir de l'Europe. On verra comment et dans quelle mesure on aura une intégration différenciée, flexible, mieux organisée à l'échelle continentale. La Turquie elle-même est en transition politique, économique et sociale. Ce n'est pas une photographie, mais c'est un film qu'on a devant nous. La Turquie de demain ne sera sans doute pas la Turquie d'aujourd'hui, comme c'est le cas pour tous les pays. Mais c'est aussi une transition pour nos civilisations humaines. Pour la première fois, nous avons des défis vraiment planétaires qui touchent l'ensemble de la planète, le changement climatique, la pandémie. Il y a beaucoup de virus biologiques, mais aussi économiques, mais aussi de désinformation. J'espère qu'aujourd'hui, on va au moins éviter un virus qui est aussi très contagieux, celui de désespoir, celui de pessimisme. J'espère qu'on aura un débat visionnaire, mais pour cela, nous avons fait un excellent choix des orateurs avec un excellent modérateur. Merci beaucoup. Donc la conférence débat qui nous réunit ce matin a pour titre de la présidence allemande à la présidence française de l'Union européenne, oser un agenda positif pour la Turquie et les relations transatlantiques. Vaste sujet, d'autant que nous avons un temps imparti assez court, mais il est clair que l'Union européenne, au cours des dernières années, a eu beaucoup de difficultés dans ses relations transatlantiques et dans ses relations, par ailleurs, avec la Turquie. Alors évidemment, avec les États-Unis, ce fut la séquence compliquée avec l'administration Trump. C'est désormais derrière nous. Pour autant, est-ce que l'on peut considérer que les relations seront plus aisées avec la nouvelle administration Biden? Et puis, évidemment, avec la Turquie, je n'y reviens pas, les tensions à maintes reprises et sur des sujets très différents ont été pour le moins compliquées et confuses. Donc, au vu des défis communs qui se posent à ces différents acteurs des relations internationales, on ne peut imaginer et on ne peut se contenter de voir la pérennisation de cette situation conflictuelle, turbulente, qui nous empêche en réalité de nous projeter efficacement vers l'avenir. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'organiser ce débat ce matin pour tenter de faire le point. Je pense que le sujet il est très vaste et probablement allons-nous, dans les échanges, nous concentrer plus sur la relation entre l'Union européenne et la Turquie, mais il est évident que nos intervenants, Dorothée et Joachim, pourront, s'ils le désirent et s'ils le jugent utile, aborder aussi la relation transatlantique. Ils en sont évidemment parfaitement libres. Alors la première question, j'aimerais la poser à Joachim, puisque nous savons qu'en 2020, l'année dernière,
les tensions ont été très fortes entre l'Union européenne et la Turquie, et nous avons constaté que la chancelière, l'ex-chancelière, doit-on dire désormais Angela Merkel, notamment au moment où elle présidait l'Union européenne, a eu une attitude, une approche de la relation avec la Turquie qui était plutôt basée sur la négociation, sur la médiation, pour tenter de trouver des formules de compromis. Ce que j'aimerais savoir, Joachim, c'est est-ce que nous pouvons considérer que cette posture, cette méthode sera maintenue, sera poursuivie par le nouveau gouvernement de coalition qui vient de prendre ses fonctions il y a quelques jours? Merci Didier. Moi je mettrais comme titre sur la politique, sur la future politique allemande vis-à-vis de la Turquie, le titre « Dialogue critique ». Peut-être plus critique que pendant Angela Merkel. Lisez simplement le contrat de coalition, les pages 154-155. Il y a 8 lignes en tout sur la Turquie qui disent oui et non. Oui au dialogue, vu l'implantation, l'importance, ce que j'appelle des Turcs, de cette relation entre la Turquie et l'Allemagne, avec officiellement 3 millions de Turcs qui vivent en Allemagne, je dirais, ce sont en réalité nettement plus, c'est entre 4 et 5, dont la moitié binationale, donc un électorat aussi important en Allemagne. Par exemple, les statistiques disent, ou les sondages disent, que 40% des Turcs en Allemagne qui ont le droit de voter votent SPD. De l'autre côté, les chrétiens démocrates, même auprès des Turcs, sont dans une certaine montée. De l'autre côté, ce qui est extravagant presque, les mêmes Turcs qui votent social-démocrates en Allemagne et votent AKP en Turquie, dans leur majorité. Contradiction de cette population qui est assez bien intégrée si je compare, je dirais, une certaine population en France. Il y a quand même certaines différences, mais aussi à voir par l'histoire et par le développement pratique. Lorsque je regarde les partis politiques, regardez le Bundestag allemand, regardez les différents partis, vous y trouvez des membres d'origine turque, naturalisés en Allemagne ou nés même en Allemagne, la 3e génération déjà. Et cet électorat a une certaine importance pour les partis politiques. D'où, je dirais, ces mots dans le contrat de coalition, je dirais à première vue contradictoires. D'un côté, la plainte du développement réel en Turquie, de l'autre côté, la disponibilité pour la continuation des dialogues. Lorsque je parle avec des députés de cette nouvelle coalition, il y a derrière les lignes un espoir. Ce sont les élections en Turquie de 2023. Sans le dire à haute voix, mais ce qui est derrière les coulisses, si vous voulez. Mais jusque-là, mon titre serait « Dialogue critique », avancée pratique, pragmatique, si possible, mais de l'autre côté, la Turquie devra faire face à une critique plus exprimée côté politique allemande que jusqu'à présent. D'accord. Alors Dorothée, moi je vais te poser une question presque symétrique à celle que je viens d'évoquer avec Joachim. C'est que autant la chancelière Merkel avait adopté une posture de négociation, autant le président français, pour sa part, a choisi une autre méthode dans ses relations avec la Turquie, puisqu'il avait même évoqué que Erdogan ne comprenait que le rapport de force brutal. On nous explique que les mois ont passé, qu'il y a une volonté de se rapprocher, de reconstruire une nouvelle forme de dialogue avec la Turquie. Je n'en suis pour ma part pas totalement convaincu, mais j'aurais aimé écouter ce que toi tu penses de cette hypothétique évolution dans la façon de traiter notre relation avec la Turquie.
Et quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans la future présidence de la France de l'Union européenne? Alors, merci pour cette question à laquelle la réponse n'est pas si évidente, parce qu'en fait, c'est un peu une boîte noire, les relations franco-turques. On a pas mal travaillé cette année sur la suite des désaccords en Méditerranée orientale, où on a vraiment eu effectivement un pic, une quasi-confrontation. Et là, on a eu un sujet franco-allemand très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre en regard la présidence française et la présidence allemande, c'est un peu artificiel, sauf qu'il y a une nécessité de coordination franco-allemande sur la Turquie qui ne se fait pas, ou qui se fait uniquement dans les moments de crise. Et c'est une coordination qui n'aboutit pas forcément à des convergences ou à des coopérations réelles. Donc là, en l'occurrence, sur la Méditerranée orientale, on a eu effectivement une Allemagne qui était dans une posture de médiation assumée, et la désescalade, elle est plutôt due probablement au mécanisme de désescalade au sein de l'OTAN. C'est là que le transatlantique a effectivement une pertinence aussi dans notre sujet. Mais effectivement, l'Allemagne, pour toutes les raisons que Joachim a données, ne peut pas traiter la Turquie de la même façon, parce qu'elle a une immigration turque plus importante chez elle, elle a des enjeux économiques qui sont beaucoup plus importants que la France. C'est un partenaire extrêmement important pour la Turquie. Et la France est dans un face-à-face beaucoup plus diplomatique avec la Turquie en réalité, qui est un face-à-face de compétition de puissance, aujourd'hui, assumé par la Turquie, admise par la France à regret, après des années d'observation d'une montée en puissance de la Turquie, et donc sur un certain nombre de théâtres, dont la Méditerranée orientale en est un, mais la Libye évidemment en est un autre. Demain, le Caucase pourrait en être un autre, même si pour le moment la France est abstenue sur le Karabakh d'être très présente. Donc on a une France qui, elle, gère la Turquie de façon traditionnellement plus politique étrangère, diplomatique. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les enjeux internes, en France et en Allemagne, deviennent assez similaires. Le sujet de l'attitude de la diaspora turque en France a été soulevé par Emmanuel Macron fréquemment. La question de l'islam de France est quelque chose qui a incité les Turcs à réagir. Quand il y a un peu plus d'un an, Tayyip Erdogan appelle le président français à examiner sa santé mentale, je crois que c'est difficile à oublier, évidemment, au bout d'un moment, la montée aux extrêmes rhétoriques, elle laisse quand même des traces. C'est à la fois parce qu'il y a cet affrontement diplomatique, mais aussi parce qu'il considère que la France ne gère pas la question de l'islam de manière correcte. Et donc on a des Turcs qui partent dans la lutte contre ce qu'ils considèrent être de l'islamophobie un peu partout en Europe et qui considèrent finalement que la France, c'est la tête de pont de l'islamophobie en Europe. Donc ça, effectivement, ce n'est pas un terreau très positif pour rapprocher la France et la Turquie, sauf que, précisément, si on reprend le volet diplomatique, si on a eu une désescalade, c'est aussi parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin, parce qu'on a besoin des Turcs. On a besoin de travailler avec eux très sérieusement sur un certain nombre de sujets, des sujets de sécurité régionaux, des sujets de police. La question du retour des djihadistes est une des questions sur lesquelles la coopération avec la Turquie a toujours très bien fonctionné. La question des migrants a été relancée par la débâcle à Kaboul, où on a vu que là, peut-être pour la première fois depuis longtemps, on avait l'impression d'une nécessité de coopération réelle entre l'Europe et la Turquie, avec une Turquie qui voulait se protéger d'un éventuel afflux de réfugiés afghans qui auraient transité par son territoire pour aller vers l'Europe. Et donc, bon an, mal an, une fois qu'on s'est aperçu que de toute façon on n'allait pas arriver à une confrontation militaire avec la Turquie, il faut qu'on arrive à trouver des points d'entente, sachant que les ressources, les qualités des deux côtés pourraient, et ça on en discutera dans un second temps, amener à des coopérations extrêmement fructueuses s'il n'y avait pas cette absence de confiance complète pour le moment. Et dernier point évidemment, si Joachim a caractérisé comme dialogue critique cet échange entre l'Allemagne et la Turquie, en France, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va être l'évitement pendant 6 mois. Ça ne va pas être la confrontation, mais ça va être l'évitement, parce qu'on est en présidence française de l'UE avec un sujet turc qui est extrêmement sensible, et on est en année électorale avec un président Macron qui en réalité aura 3-4 mois de présidence française de l'UE utile, et 2-3 mois de campagne. Et pendant cette campagne, et dans le contexte européen, on ne voudra pas entendre parler de la Turquie parce que ce n'est pas un bon sujet
ni pour l'Union européenne. On va discuter là au Conseil d'éventuelles sanctions sur Chypre, ni dans le contexte français. Et on a vu les derniers jours un rapprochement intéressant lors de la visite d'Emmanuel Macron en Hongrie. Parce que c'est un petit peu la préfiguration d'un débat qu'on aura au sein du Conseil européen sur les bases des futures propositions de la Commission pour le renforcement de nos frontières, du contrôle de nos frontières extérieures, sujet migration, d'où un sujet, on n'a pas mentionné la Turquie dans ces pourparlers, mais ce que j'appelle, c'est celui qui est à table sans être à table. D'où une certaine nécessité d'un dialogue avec la Turquie au sujet, je dirais, du contrôle de la migration. Bien sûr, oui. Même sous présidence française et surtout pendant les 6 mois, vu, je dirais, ce que Emmanuel Macron a indiqué lors de sa visite en Hongrie. Oui, mais Emmanuel Macron a beaucoup de priorités pour la présidence. Non. Alors, vous avez déjà empiété sur peut-être la deuxième question, mais très bien ainsi. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice bien modeste et rapide de prospective. Il y a des modifications politiques importantes au sein de pays importants de l'Union européenne. Vous les avez déjà évoquées, l'Allemagne, la France. Il y en a évidemment d'autres. Est-ce que vous pourriez, chacun d'entre vous, nous évoquer ce qui, selon vous, devrait constituer les 2 ou 3 dossiers prioritaires pour le moyen terme? Je ne parle pas seulement des 6 mois à venir, mais pour les 2-3 ans à venir, à l'égard de la Turquie. Et évidemment, dans ce cadre-là, on peut revenir au sujet générique de notre réunion de ce matin, c'est-à-dire la dimension transatlantique. C'est ce qu'a évoqué, effleuré Dorothée avec la question de l'OTAN. Parce que ce n'est pas non plus une dimension totalement secondaire dans la relation entre les pays européens, d'une part, et de ceux-ci avec la Turquie. Joachim. Il y a pour moi 3 sujets, si vous voulez. L'un, c'est en effet le sujet de la politique de sécurité, attendant les 2 textes qu'on verra discuter au printemps. D'un côté, la boussole stratégique de l'Union européenne, quelle sera la place de la Turquie dans ce contexte, et la même chose vaut pour le futur concept stratégique de l'OTAN, qui doit sortir jusqu'au mois de juin, lors du prochain sommet. D'où pourrait se développer un certain dialogue, un débat avec la Turquie et son rôle dans ce contexte. Deuxième sujet, évidemment, la migration, contrôle des migrations, comme j'ai mentionné. Il y a un intérêt, je dirais, vital d'un côté pour la Turquie, de l'autre côté pour l'Europe, d'avoir un dialogue dans ce contexte, pour avoir du moins un certain contrôle. Et le troisième sujet, c'est un sujet un petit peu oublié, c'est le futur de l'union douanière entre la Turquie et l'Union européenne, sa modernisation. Et je pense que les négociations vont lentement continuer. Évidemment, sous une observation, je dirais, plus critique côté allemand sur le développement réel en Turquie. Là, le contrat de coalition donne des sujets à cet égard de manière assez claire. Démocratie, état de droit, droit de la femme, attention, cette coalition sera beaucoup plus sensible dans ce contexte que le gouvernement antérieur. Ce sont certaines, je dirais, mines qui se trouvent dans le champ, mais je pense Olaf Scholz à Berlin aura intérêt à garder ce sujet sous contrôle, je dirais sous un contrôle presque stratégique à cet égard. Dorothée, même question en réalité. 3 dossiers qui te semblent prioritaires. Alors j'ai vu que tu étais prêt à réduire à 2. Ou 2. mais finalement j'en ai trouvé Non, plein. comme tu veux. Ça, je pense qu'on peut évidemment qu'adhérer à ce que vient de dire Joachim sur les priorités absolues qu'on a. La question, c'est celle des convergences. C'est-à-dire qu'évidemment, on est obligé de travailler avec les Turcs sur l'ensemble de ces sujets, mais on a du mal à travailler avec les Turcs. Donc je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses. Moi, si je regarde, je peux
pour être effectivement constructif, je peux regarder à travers les priorités de la présidence française de l'UE, tous les endroits où je considère qu'effectivement on a des endroits, des lieux où on doit travailler ensemble. Mais ensuite, je pense qu'il faut vraiment sauter par-dessus la présidence, sauter par-dessus la question de l'adhésion, pour arriver à des perspectives géopolitiques beaucoup plus globales. C'est d'ailleurs ce que Tayyip Erdogan appelle lui-même de ses voeux, à ce que l'Union européenne admette que la Turquie est un acteur stratégique et qu'elle ait un dialogue stratégique avec l'Union européenne. Et ça prendra du temps à mettre en place, parce qu'il faut des ressources au sein de l'UE, il faut que l'UE soit à nouveau dans une cohérence interne sans faille. Et pour le moment, on a plein de petites désagrégations, des petites fragmentations. Mais si on prend les priorités de la présidence française, donc sur la question de l'Europe souveraine, effectivement, on a la question des frontières, donc de la migration. La question de la défense européenne est déjà plus compliquée à aborder parce que c'est l'autonomie stratégique, le pilier européen de la défense dans l'OTAN ou hors l'OTAN, et effectivement la cohérence entre le concept stratégique de l'OTAN et la boussole stratégique européenne. J'étais à une réunion de l'OTAN à Rome il y a une dizaine de jours, qui était une réunion de consultation de la société civile sur la question du concept stratégique de l'OTAN. Je constate qu'on a évité de parler de la Turquie soigneusement, et que quand j'ai parlé à des officiels italiens de l'OTAN, ils m'ont expliqué que la France était un problème plus que la Turquie. Donc il y a des jeux de rôle très intéressants, parce que l'OTAN c'est une maison où il faut du consensus, et donc effectivement tout dissensus est un problème. Et la façon dont Emmanuel Macron a parlé d'une OTAN qui est en mort clinique, qui ne sert plus à rien, est quelque chose qui a été très très problématique pour l'OTAN. Ça a été un choc venant de la part d'un pilier de l'OTAN, certes, qui a eu des attitudes effectivement très complexes de souveraineté vis-à-vis de l'organisation, mais jamais des problématiques stratégiques aussi fortes que celles que la Turquie a pu poser à certains moments à l'OTAN. Donc le concept stratégique de l'OTAN va être déjà très compliqué par la question de l'autonomie stratégique européenne, et notamment du pacte franco-grec. Là, je n'ai pas encore la solution de l'équation. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Sur la deuxième priorité de la présidence française, on a l'idée de nouveau modèle de croissance. Et là, on a très clairement la question du Green Deal qui arrive, avec l'idée que c'est un des moyens de réarrimer la Turquie à un modèle de croissance commun positif. Il va encore falloir faire quelques efforts, parce que la Turquie, elle a rejoint l'accord de Paris simplement en octobre 2021, peu de temps avant Glasgow, alors qu'auparavant elle réclamait d'être placée dans les pays émergents pour bénéficier d'éventuelles compensations. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore un consensus complet politique en Turquie sur cette question-là. Et pourtant, évidemment, c'est un gisement de coopération absolument énorme et formidable sur les questions énergétiques, de la numérisation, des énergies renouvelables, etc. Et puis la question de l'Europe à taille humaine, alors là c'est un peu le fourre-tout de Macron sur la démocratisation de l'Europe. Mais il y a un sujet que je trouve très intéressant, qui est l'idée du récit européen, du récit commun européen. Et là, pourquoi ne pas travailler avec les Turcs sur cette question des récits parallèles et du lieu où ils se rejoignent, des lieux où ils sont en conflit, des lieux où ils sont en désaccord et des lieux où ils se rejoignent. C'est un travail qui a été fait en franco-allemand, et c'est pas du tout évident. Le manuel d'histoire franco-allemand, c'était une grande saga. Et je pense que symboliquement, c'est des travaux qui sont très importants à faire à un moment où on a un repli national, une ingénierie des récits nationaux qui se fait, notamment en Turquie, où on a des aspects de révisionnisme historique qui inquiètent beaucoup de partenaires européens de la Turquie. Et Dorothée, justement sur ce sujet, moi je pense à un travail franco-allemand qui a été fait il y a quelques années. Pour la première fois, les deux ont comparé leurs moyens et leur politique d'intégration de travailleurs migrants. Et ce serait extrêmement intéressant d'intégrer la Turquie dans un tel exercice pour, je dirais, désamorcer quelques mines cachées dans les relations, je dirais, tripartites, s'il en veut, avec la Turquie. Sur les routes de la soie, moi je pense que la Chine va quand même être en retrait
pour des raisons de financement. Je pense qu'en revanche, on va avoir une concentration des moyens dans le voisinage plus immédiat de la Chine, Asie centrale, Iran, Afghanistan peut-être, et que donc d'une certaine façon, cette concurrence-là, elle va être moins présente au Moyen-Orient. En Europe, la Chine restera. C'est là que le jeu stratégique va être plus compliqué à démêler. Ce que je trouve très compliqué à penser sur la confrontation stratégique avec la Chine, c'est finalement si l'Europe joue ses propres intérêts ou si elle rejoint le train américain. Et ce qui me préoccupe encore plus derrière ça, c'est la stratégie indo-pacifique et l'idée que brusquement tous nos concepts stratégiques doivent être entièrement réorientés vers l'Indo-Pacifique parce qu'on a cette idée d'une confrontation sino-américaine. Donc ça, c'est autre chose. Donc c'est très intéressant de mettre le Moyen-Orient au milieu, mais il ne faut pas oublier que le Moyen-Orient, pour le moment, c'est un lieu où les guerres ne sont pas finies, où les États faillis se multiplient et où donc en réalité l'intérêt à investir est très faible. Et pour le moment, ceux qui s'apprêtent à investir au Moyen-Orient plus massivement sont soit ceux qui ont une aversion au risque très importante, les Chinois en font pas forcément partie, soit les États du Golfe pour des raisons politiques. Et là, on aura des questions d'alliance à décider, effectivement. Mais avec un Irak pas du tout stabilisé, une Syrie qui est pas du tout réunifiée et qui est un quasi-failed state, le Liban qui est en train de devenir un failed state, l'Afghanistan dont on ne sait pas quelle sera la forme étatique à l'avenir, etc. Je pense qu'en réalité, c'est pas là que va se jouer vraiment la confrontation stratégique sur les questions économiques, en tout cas. Donc ça d'une certaine façon, je pense que c'est quelque chose qui se dessine plus clairement post-Covid pour des raisons économiques, tout simplement aussi. Dorothée, je vais plus loin. Au fond, Américains comme Européens, comme les Turcs, ont un intérêt primordial d'un minimum de stabilisation du Moyen-Orient. Oui, bien sûr, mais comment on va le faire? Et c'est là qu'évidemment jusqu'à maintenant de concept ou de stratégie, pour prendre ce gros mot presque. Il n'y a pas pour le moment du tout, pour moi. Il y a un autre domaine qui pourrait aider à ce qu'on trouve finalement à moyen terme une certaine entente, c'est l'Afrique. Alors ça, c'est la question de Denis, D'un côté, je vois la Chine, qui est présente plus que jamais dans une bonne trentaine d'États africains. Certains disent déjà, c'est déjà le sommet est derrière nous, c'est une descente lente de nouveau. Les Chinois se sont trompés en Afrique, mais les Européens n'ont pas de concept de l'autre côté pour une nouvelle politique vis-à-vis de l'Afrique. D'où, pour moi, une urgence et, en même temps, ce que j'ai appris lors de notre dernier colloque à Istanbul, cette nouvelle présence de la Turquie en Afrique. D'où, je dirais, une possibilité d'un dialogue entre Européens et Turcs sur une certaine coordination, du moins une concertation sur nos politiques en Afrique, pour contrer en partie la Chine. Oui. Ça, c'est une possibilité, mais de l'autre côté, je pense un dialogue sur le Moyen-Orient ne pourra avoir lieu qu'au sein de l'OTAN, en premier lieu. Et ensuite, en second lieu, à l'échelle européenne. Et là est l'espoir, j'ai un certain espoir, malgré ce que j'appelle la non-relation actuelle entre la Turquie et les États-Unis. Ce qui est un problème de fond. Et de l'autre côté, les Turcs, ce que j'ai vu au sein de l'OTAN, étaient les plus fidèles des Américains, toujours, dans le passé. Et les plus sceptiques face à toute idée de défense européenne. Même adversaires, à la rigueur. Et il y a tout un dialogue à moyen terme à développer. Peut-être l'Afrique peut nous aider à cet égard. Ou contrer la Chine pourra nous aider peut-être à cet égard. Pour rebondir sur ce que vient de dire Joachim,
Je pense tout d'abord qu'il est trop rapide de parler de l'Afrique, du Moyen-Orient, parce qu'en réalité, il y a autant de cas de figure que d'États, avec la multiplication des États faillis, avec les situations de guerre qui se poursuivent. Donc, nous n'avons évidemment pas le temps de décliner cas par cas, mais faisons attention à ne pas trop généraliser. Mais la question que je voudrais poser, c'est est-ce que c'est une vue de l'esprit que d'imaginer ou d'essayer de promouvoir une politique extérieure de l'Union européenne au sein de laquelle nous pourrions considérer que la Turquie est un point d'appui, est un allié ou un partenaire plutôt, un partenaire utile, nécessaire à nos propres intérêts, ou au contraire, considère-t-on que pour les 5 à 10 années à venir, cette perspective est totalement utopique et ne donnera pas de résultat. En d'autres termes, oui ou non, l'Union européenne va-t-elle enfin être capable de se projeter de façon efficace, positive, sur un certain nombre de dossiers extérieurs, alors des pays du Moyen-Orient, des pays d'Afrique, et si nous voulons multiplier la puissance, parce que pour moi la puissance n'est pas un gros mot, européenne, est-ce que nous considérons que la Turquie peut être un partenaire efficace et multiplicateur de puissance ou non? Mais nous aimerions avoir ta réponse, Didier. Donne-la-moi, s'il te plaît. Alors, d'abord sur l'Afrique, on va avoir un test pour la présidence française, puisqu'on aura un sommet UE-Afrique, Union africaine-UE. C'est une priorité de la présidence française. Et c'est un des lieux où on a un développement de la compétition franco-turque, malheureusement. Malheureusement, parce qu'effectivement, je pense que la Turquie, c'est l'acteur qui a le potentiel de développement de partenariat le plus élevé en Afrique. C'est très évident parce que ça couvre absolument tous les domaines. Ça va de la diplomatie aux coopérations en matière de défense, en passant par toutes les coopérations économiques, coopérations religieuses. Police, terrorisme. Oui, bien Police, sûr, terrorisme, bien sûr, tout. sur la sécurité vraiment stricto sensu. Culturel. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, les Turcs n'ont pas joué tellement coopératif. Et c'est là qu'on peut aussi renverser la perspective en se disant que l'Union européenne propose un agenda positif à la Turquie. On pourrait attendre de la Turquie qu'elle propose un agenda positif à l'Union européenne. Moi, j'adorerais avoir un document turc qui nous dise voilà ce qu'on entrevoit pour l'avenir de nos relations et voilà la façon positive dont nous allons contribuer à l'Union européenne. Pour le moment, sur Takuba, ce que suggérait Denis Verret, il se trouve que les Français vont amener les Grecs sur Takuba. Ils sont désireux d'y aller. Les Turcs jouent leur propre jeu. Les Turcs sont aussi dans une relation triangulaire avec la Russie. Ils ne veulent pas se retrouver dans des situations de confrontation avec les Russes sur des terrains, de nouveaux terrains un peu délicats, alors qu'on est allé vraiment déjà assez loin en Libye, qu'on a trouvé un arrangement dans le Caucase, et qu'en Syrie, à Idlib, c'est quand même très très chaud, pour dire le moins. Donc je ne suis pas sûre que ce sera très simple pour les Turcs de s'aligner en Takuba, alors qu'ils sont en train de chatouiller les Russes sur l'Ukraine, à nouveau quand même aussi très, très fort. Donc il y a un jeu d'équilibre au sein de la matrice stratégique turque sur lequel nous, on n'a pas vraiment de levier. Non, mais je suis entièrement d'accord avec Dorothée. Ce serait vraiment le geste qui pourra peut-être aider à décrisper tout un certain nombre de dossiers. Les gars, je suis d'accord. Et hélas, dans cette région, ce serait excellent d'avoir un minimum de concertation entre l'Union européenne et la Turquie, avec des avis, je dirais, contraires. Jusqu'à présent, regardez l'attitude turque en Bosnie-Herzégovine, qui dérange quelque part les Européens, et ça depuis quelques années. Mais hélas, surtout dans ce domaine, et vu aussi l'attitude de la Russie ces dernières années, plus, je dirais, à leur façon défensive, mais ça nous paraît agressif, mais pour eux, c'est défensif. Ils veulent défendre ce que j'appelle leur zone d'influence, si l'on veut. Et pour nous, c'est agressif, oui, mais où nous avons objectivement un intérêt d'un minimum de concertation avec la Turquie. C'est l'ouest des Balkans, tout d'abord. Moi, je commencerai là.
Et l'autre domaine également, c'est l'Ukraine, où nous avons besoin, et sur l'Ukraine, c'est plutôt la place au sein de l'OTAN qu'au sein de l'Union européenne. Mais également, évidemment, il y a la nécessité d'un dialogue finalement. On ne l'a pas. Et là, Denis, tu as raison, il y a au fond une obligation franco-allemande de s'occuper davantage de ces domaines-là qui ne sont pas, je dirais, pas les plus enthousiastes, si l'on veut, mais ce sont des domaines où il y a un intérêt vital des Européens et des Turcs en même temps, d'apaiser, d'arriver, je dirais, du moins à un modus vivendi dans les années à venir. Et à partir de là où on pourrait décréter une coopération. Ils sont pris entre l'influence russe et l'influence turque, mais avec aussi des investissements chinois massifs. Donc on a vraiment une Europe qui est complètement sur la défensive dans cette zone, avec maintenant des bruits de bottes à nouveau. Donc vraiment, une impression qu'on est complètement incapable de faire face à ce danger de retour de guerre finalement dans les Balkans. Donc c'est vrai que ça va devenir, un petit peu comme l'a été la Méditerranée orientale, un lieu d'alerte absolue où on va se concerter au dernier moment quand il y aura une catastrophe. Alors c'est vrai que l'idée d'une conférence sur la sécurité européenne est évidemment très séduisante. Moi je prêche pour une conférence stratégique avec la Turquie de toute façon. Ça, je pense qu'il y a un moment où il faut que, dès qu'on aura un répit, on décide qu'on ouvre un vrai exercice constructif de dialogue stratégique avec la Turquie. Parce qu'aujourd'hui, le dialogue politique, il a lieu au sein de l'OTAN. L'OTAN est devenue l'enceinte de dialogue politique. L'Europe, c'est l'enceinte de dialogue technique. Or, le dialogue technique n'avance pas puisque l'adhésion est bloquée sur un certain nombre de sujets pour de bonnes ou de mauvaises raisons, y compris pour de bonnes raisons, parce que les réformes sont évidemment beaucoup plus difficiles dans des moments de faible croissance, etc. Et aussi parce qu'on a multiplié les lieux de dialogue avec la Turquie. C'est-à-dire que faire le pacte sur les réfugiés d'un côté, l'adhésion de l'autre, ça complique énormément, la multiplication des guichets complique énormément la perspective. Donc je trouve que vraiment on a besoin d'une réunification de notre vision de la Turquie. Et c'est quelque chose dont le haut représentant avait parlé, c'est quelque chose dont Tayyip Erdogan a parlé. Le problème, c'est les États membres, pour le moment, qui à chaque fois sont pris dans des calendriers électoraux serrés, divergents, avec des populismes variés aussi, qui font que le sujet turc devient un sujet diabolisé ici et là systématiquement. Mais quand on s'intéresse à des pays qui sont très importants aussi au sein de l'UE, qui ne sont pas le directoire franco-allemand. Et après le Brexit, où vraiment on s'adresse, tout retombe sur la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a ensuite en deuxième ligne ? Bon, pour les Français, on a comme alliance traditionnelle possible l'Italie, l'Espagne. Bon, c'est deux pays qui ont une attitude vis-à-vis de la Turquie qui est beaucoup plus nuancée que la France. Alors évidemment, ensuite, on va aller regarder du côté de l'Est. On a la Pologne, la Pologne et la Hongrie, avec lesquels on a des sujets de valeur européenne. Donc pour le moment, le pari de Macron, c'est de reconstituer une sorte de club méditerranéen européen pour relancer une sorte de moteur stratégique. Bon, je ne sais pas jusqu'où ça tiendra, mais pour le moment, il fait ça parce qu'on a aussi une majorité démocratique stable en Grèce après des années de crise, un gouvernement Draghi avec lequel il s'entend bien en Italie, avec lequel il vient de signer un traité qui compare au traité de l'Élysée, excusez du peu, même si c'est une comparaison qui semble un peu exagérée. L'Espagne qui a l'air d'arriver à remettre un petit peu de baume sur toutes les difficultés de relations internes, Catalogne, Madrid. Bon, donc pour le moment, le pari de Macron, c'est d'aller voir un peu au sud de l'Europe. C'est pas forcément mauvais pour la Turquie en soi, si on a la réconciliation gréco-turque. Et alors après, il faut qu'on tombe dans le micro, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de Chypre, là, on n'a pas parlé des négociations sur la mer Égée. Tous ces sujets-là, ils sont pour le moment pas en haut de l'actualité, ils ne sont pas à la une des journaux à nouveau, quoique Chypre risque de l'être dans quelques jours. Mais ce sont des foyers de problèmes constants. Et ça, c'est des sujets qui intéressent à la fois l'Europe et la Turquie, quand il faut qu'on discute ensemble, vraiment sérieusement, de manière globale, je pense. Ce qui pourrait aider, c'est le fait, Denis,
que la présidence française semble s'orienter concernant la taxe carbone aux frontières vers une solution au sein de l'OCDE. De passer par l'OCDE, ça pourrait aider la Turquie à cet égard, de s'intégrer dans un tel mécanisme. Oui, ça, je suis d'accord. Alors d'abord, évidemment, sur la taxe carbone, oui, il faut absolument aller chercher les Turcs là-dessus. C'est très très important. Le Green Deal, c'est très important parce que c'est en fait, c'est ça que Macron a en tête quand il parle de nouveaux moteurs de croissance pour l'Union européenne. Et la Turquie est intégrée dans l'espace économique européen à travers l'union douanière, les investissements européens en Turquie. Donc c'est extrêmement important d'embarquer la Turquie sur ça, sur cette dynamique. Dont même si la conclusion de la COP26, c'est que les États ont du mal à se mettre d'accord, en réalité on voit que la dynamique est partie du côté des entreprises, des sociétés civiles, des villes, etc. Il y a quand même une conscience aiguë qu'on a perdu beaucoup de temps et que maintenant on a une urgence climatique. Donc les coopérations entre villes, c'est aussi un sujet dont il faut parler avec la Turquie. L'agenda vert, il est très présent au niveau local. Donc ça, c'est très important, je pense aussi, de travailler sur les coopérations entre collectivités locales. Je ne vois pas les Américains abandonner cette arme vis-à-vis de tout autre pays. Et même si les Américains se trompent, exemple, c'est le cas de l'Inde. D'où viennent les Indiens? Les Indiens ont été armés dans le passé, surtout par les Soviétiques, ensuite par les Russes. L'Inde a seulement quitté il y a 10 ans le Gosplan, s'il en veut, en économie, avec une certaine caricature, oui. Mais l'Inde devient lentement une économie de marché, s'il en veut, et de les punir à ce moment-là, c'est pour moi totalement faux, et contre les intérêts américains et contre les intérêts européens. D'où, pour moi, il y a un domaine où il faut un reset, un véritable reset, comme on dit en politique moderne, c'est entre l'Union européenne et les Américains. Il faut un véritable débat euro-américain sur la politique économique et financière internationale et la coopération à cet égard. Il faut. Et je vais aller plus loin. Si on veut développer ce que j'appelle complémentarité, autonomie, OTAN et défense européenne, il faut un véritable dialogue avec les Américains pour savoir, chers Américains, jusqu'où allez-vous tolérer ce que les Européens vont faire et où allez-vous même coopérer, nous encourager. Il faut définir un certain nombre, je dirais, de frontières et limites à cet égard, oui, mais c'est l'intérêt européen. Et moi, j'ai l'espoir que les Européens aient le courage, du mois préparant le sommet de l'OTAN du mois de juin, d'entrer dans un tel débat avec les Américains. Pour moi, ça n'a pas de sens autrement, parce que lorsque vous regardez la majorité des alliés de l'OTAN, qui sont en même temps au sein de l'Union européenne, leur premier réflexe en matière de défense reste l'OTAN. C'est-à-dire le franco-allemand reste relativement seul quelque part, sauf si je parle avec les militaires allemands, ils sont en majorité encore sceptiques face à l'approche française. Il faut le dire honnêtement. Il y a la méfiance qui règne à cet égard, de part et d'autre. Qu'est-ce que les Français veulent en réalité? Mais je pose la même question aux Américains. Jusqu'où tolérez-vous une approche européenne qui est nécessaire vu votre attitude? Et là, il y a un débat, pour moi, qui est primordial, c'est entre Européens et Américains. Et à partir de là, on peut toucher certains sujets qui font mal, y compris l'extraterritorialité. Mais je ne vois pas du tout que les amis américains vont abandonner ce principe, surtout à un moment où les Chinois ont introduit les mêmes moyens de leur côté pour contrer les Américains. Et là, on est, je dirais, sur une tendance qui me semble, pour le commerce international,
pour le multilatéralisme, même limité, assez dangereux. Dorothée, Oui, effectivement, je ne pense pas que les Américains vont lâcher le joystick des sanctions de sitôt, parce que finalement, c'est un instrument souverain qui permet de fragmenter l'influence de Aussi manière pour extrême. le Sénat, c'est pour le Sénat, dans le jeu politique intra-américain. Oui. Je voulais remercier tout d'abord bien l'Institut du Bosphore et la Maison de l'Europe de nous avoir permis de nous rencontrer ce matin pour avoir abordé toute une série de sujets. Merci à Dorothée, merci à Joachim pour leur contribution, pour nous avoir ouvert plusieurs pistes de réflexion qui sont évidemment à creuser, à travailler, non seulement pour les 6 mois à venir, mais beaucoup plus largement pour les 5 à 10 ans, parce que je pense que les problématiques qui ont été ouvertes ne vont pas se régler au cours d'une présidence, quel que soit le président en question. Et donc, un grand merci à vous tous pour votre participation et bonne fin d'année.